Il y a des masterclass qui comptent plus que d'autres, en tout cas en ce qui me concerne. Pas pour le plaisir de recevoir les chefs, mais le sentiment de retrouver un ami. Un restaurant aussi que j'ai la chance de connaître mieux que personne, pour une raison toute bête, c'est que je travaille juste au-dessus. Et donc j'ai la chance de pouvoir régulièrement aller me rendre dans cette table et de croiser Bruno et ses équipes. Donc je suis évidemment très heureux, très ému de pouvoir les accueillir une nouvelle fois, puisque j'ai déjà eu cet honneur en 2017, me semble-t-il. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter autant que moi. Applaudissez Bruno Verjus et son équipe du restaurant Table, Paris 12e. Allez! Salut Bruno. Cher voisin. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Vas-y, feu, hein. On est à fond. Peut-être avant qu'on parle de feu, de machin, Marine. Wow. Ah, ils sont chauds bouillants là. On vous sent depuis... Ils ont vu qu'on avait les clients ce soir et là... Bruno, est-ce que je sais que Table est devenu aussi ce restaurant qu'on aime tant, aussi parce que c'est devenu une maison avec effectivement un esprit et des gens qui y travaillent, qui perpétuent ce que tu as pu créer. Vas-y, on va les présenter. Mais on va présenter Marine, voilà, qui nous a rejoint il y a déjà pas mal de mois. Voilà, qui est... on travaille, on n'a pas vraiment de hiérarchie chez Table. On peut dire que ce sont mes deux plus proches collaborateurs, mes deux seconds magnifiques. Giuseppe, voilà, qui lui est arrivé déjà il y a 2 ans. Pour les situer, Marine arrive de chez mon camarade Alain Passard. Giuseppe arrive de la maison Trois Gros. Et puis mon directeur, monsieur Sigurd Host, voilà, magnifique, qui Salut, fait un travail très important. Ce qu'il faut comprendre chez Table, c'est qu'on est vraiment tous au service de nos clients. On est là pour leur donner de l'amour, de leur donner de l'attention, prendre soin d'eux, surtout leur faire du bien, et qu'il n'y a pas de dichotomie entre le travail de la salle et le travail de la cuisine. D'ailleurs, il n'y a ni salle ni cuisine. Il n'y a ni salle ni cuisine. Il n'y a qu'un seul espace. C'est une salle qui embrasse, qui enlace la cuisine réciproquement. Et donc le travail de la salle, il est aussi fondamental que le travail des mets qu'on peut cuisiner. L'un ne marche pas sans l'autre. Il faut comprendre que quand on va au restaurant, on a envie qu'on prenne soin de vous et que la compétence de la salle vous prépare vraiment à profiter de toute l'intensité, tout le vivant et toute l'énergie qu'on va communiquer. Et donc, c'est un travail merveilleux. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos... Qu'est-ce que tu as eu envie À ce propos, Sigurd va vous présenter la carte comme si vous étiez ce soir tous des clients de Table. Et puis, on va développer quelque chose qu'on a mis en place ensemble. C'était aussi le souhait de mon équipe, c'était ma volonté depuis longtemps. Je n'avais jamais vraiment réussi à l'implémenter. On avait commencé à le faire en janvier, on a été coupé dans notre élan. Mais cette période de réflexion, qui pour nous a été courte parce qu'on a repris l'activité très très vite, nous a permis de faire ce que j'ai baptisé maintenant les entremets. Vous savez, dans un restaurant, quand on va au restaurant, on a le choix, ou pas tellement le choix finalement maintenant, souvent on vous impose un menu dégustation. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Je suis un chef qui est quand même Vas-y, Marine, je sens que tu... plus longue carrière de client que de chef. Et donc, moi, j'aime bien avoir le choix. Si j'ai envie de donner ma confiance au chef ou à l'équipe, je peux le proposer, mais je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose en disant « vous allez prendre un menu dégustation, c'est comme ça ». Donc, le choix de la carte, c'est fondamental. Dans la carte, il y a 2 types de clients. Il y a les clients qui arrivent pour la première fois ou qui n'ont pas encore vraiment la connaissance de ce qu'est un restaurant de belle cuisine et qui généralement font des choix un peu classiques. C'est pour ça que sur une carte, on veille à ce qu'il y ait des choses un peu classiques, comme des points de repère, comme le foie gras, comme une belle volaille, comme un beau poisson. Vous voyez, des choses qui ont entre guillemets une réputation, je dirais même une étiquette. Et puis, il y a les clients qui vont pêcher à l'intérieur. Chez moi, on est très libre, on n'est pas obligé de prendre un plat, je veux dire une entrée, un plat, un dessert. On peut prendre 3 entrées, on peut prendre des choses, on demande qu'on les partage pour s'inventer soi-même son propre chemin de dégustation. On adore ça, tout est possible, de la même façon qu'il est possible que quelqu'un dise à une table « j'ai envie d'un menu dégustation » et que d'autres disent « je fais confiance au chef qui me fasse à manger ». D'autres disent « nous, on choisit à la carte, on ne dit pas « bah non, attendez, etc. c'est toute la table pour ou pas, tous machin ». On est d'accord sur tout, on adore ça. Et alors, on a mis en place ces entremets qui sont une certaine façon de tenir la main
de nos clients pour les emmener évidemment dans leur choix, dans la narration qu'ils ont choisie, mais les conduire aussi à l'intérieur de notre propre narration, et donc de glisser ces plats comme on le ferait avec des amis ou à des gens qu'on connaît, où souvent on vous glisse un plat ou deux. Vous, ça doit vous arriver très souvent, mon cher Boris, c'est le restaurant, on te fait goûter des trucs. J'adore quand tu voilà. me vois, surtout Bruno. Mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas tous les clients qui soient traités de cette façon-là. Alors chez Table, on a ce rapport-là. Alors notre Sigurd devrait raconter la carte déjà. Voilà, allez-y, partez dans la salle, trouvez-vous une victime et vendez-lui quelque chose. et puis on ne va pas vous trahir. En fait, on a déjà choisi ce qu'on allait faire parce qu'on ne pouvait pas avoir préparé. En vrai, il reste que 29 minutes. Voilà, toute la carte à l'avance. Peut-être on laisse Sigurd te raconter en 2 secondes la carte. Allez, du coup. Il va raconter la carte. Et tu te tais une seconde. Alors, vite fait, hein. Bonjour à tous, bienvenue. C'est adorable de venir chez Table. 2 secondes, c'est un peu trop court pour moi parce que je suis un Belge et je parle beaucoup, mais on va rester court. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Tous les beaux produits qu'on a reçus ce midi et par exemple, on va croquer l'été. On a l'été à l'horizontale. Et là, on va goûter des légumes, des feuilles, des fruits. Le sel, ça sera la poutargue de la famille Tricalinos. Et on a fait une vinaigrette de légumes. Très intéressant et aujourd'hui, ça va être magnifique. Table, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et nous, on aime le vivant. Et le chef, il a beaucoup d'émotions de sa jeunesse. Et quand on veut goûter des légumes, on aime entrer dans le jardin. Quand on veut goûter des choses de la mer, on veut vraiment croquer un homard vivant, et du coup on va le tempérer dans le beurre, et ça va sortir fondant et juteux, et voilà, ça c'est magnifique. On a des huîtres les fameuses Utah Beach, huîtres de 7 ans, qui sont pleines d'énergie, et ça c'est un peu comme un ceviche, cru dans l'assiette, vinaigre de riz, plantes, un peu d'huile et un accent croquant. Voilà. Poisson cru, toujours magnifique chez Table. Et là, on va utiliser plein de fleurs de la brocéliande. On a une brocéliande devant le restaurant. Et on a une sardine de Santonia, magnifique produit de l'Espagne. Moi, je suis du Nord et là, on aime beaucoup les harengs, les machos, un poisson un peu gras et on aime ça un peu en aigre doux. Du coup, on va donner des accents un peu acidulés et un peu de sucre naturel de la betterave. Voilà. En plat, on a un bar de ligne de l'Île-Dieu. On aime bien les produits de l'Île-Dieu. Un bar de ligne bien maturé et on va le maturer et on va le cuire dans le beurre. On va le tempérer dans le beurre. Cuisson très longue et en fait, c'est un travail sur des collagènes qu'on retrouve dans le poisson, mais aussi dans les champignons. Il a des jolis girolles avec, ça avec l'encre de sèche, un peu ail noir fermenté au koji, c'est comme de la soie dans la bouche. Voilà. Si vous voulez vraiment une grande assiette de légumes, quelques fruits, c'est possible. On est prêt. Okay. On a les meilleurs légumes du monde. Et depuis quelque temps, on fait un pigeon comme un canard laqué. Voilà. Ça sont un peu les produits, chef, je pense, qu'on a reçus. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, nos amis Sigurd? Alors, c'est toujours difficile chez Table, mais ils étaient vraiment tentés par le homard et après le pigeon. Donc, partons sur un menu homard pigeon. On va faire un homard pigeon. On ne va pas les faire, hein, je vous rassure, ils sont là. Enfin, on va les faire pour vous les présenter, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Marine, qu'est-ce qu'on fait? Clients qui ont pris homard pigeon, Giuseppe. On fait un été. C'est encore l'été, ouais. Il fait très très chaud. Et donc on a une assiette qu'on aime beaucoup qui permet de comprendre aussi un petit peu ce qu'est le travail sur le vivant et l'énergie. Tous les matins, on reçoit des légumes qui sortent du jardin et avec ça, on construit une assiette, légumes et fruits. Ça change tout le temps, c'est vraiment au gré de l'instant. Les 2 invariants dans l'assiette, je dirais, c'est une vinaigrette de légumes. On fait un jus de légumes, comme on fait un jus de viande.
J'avais envie de ça à un moment, Marine l'a mis au point, on l'a mis au point ensemble. Donc on travaille évidemment toutes nos épluchures, tout ce qui reste, plus des oignons, de l'ail, etc. Et on fait vraiment une réduction. L'hiver, on le monte au beurre comme un jus de viande et assez acidulé. Et l'été, on le travaille comme une petite vinaigrette en émulsion. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour assaisonner cette assiette de légumes. Le deuxième invariant, c'est la poutargue de mon ami Tricalinos. Tu sais que j'ai depuis quelques temps beaucoup d'amour pour la Grèce. J'ai mon ami Alexandre Australis qui expose quelque part. Je vous engage d'ailleurs à aller goûter ses produits qui sont exceptionnels. Et pour moi, la poutargue de Tricalinos, c'est quelque chose qui vient évidemment comme un sel marin, mais qui a la texture d'une pâte de fruits. Moi, qui me fait penser à la pâte d'abricot. Et donc, c'est vrai que j'aime bien la marier avec les légumes et avec les fruits. Et là, en ce moment, on récupère généralement c'est même pas de producteurs, hein, c'est des arbres à droite, à gauche, d'amis, etc., qui nous apportent ça. Donc on a un petit peu de pêche de vigne, on a un petit peu des premières petites prunes aussi magnifiques. Et donc on fait cette assiette, vous allez voir, qui est très vivante, très simple, qui est comme un cocktail rafraîchissant et qui permet d'une certaine façon de se préparer les papilles. Et on voit aussi tout l'amour qu'on a réussi à concentrer, qui est celui qui est de l'amour de nos producteurs, qui nous le cède en partage, et celui qu'on met, nous, évidemment, tout ça dans la vitalité, dans la fraîcheur. Donc, je te coupe. C'est pas toujours simple. Mais l'idée qu'on essaye de comprendre sur cette scène, ça veut dire que donc on a des clients qui ont sorti du menu deux propositions, oui, le homard et le pigeon. Oui. Et comment tu parles d'entremets, mais là, ce serait finalement ni une mise en bouche, ni je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, des hors-d'œuvre. C'est plutôt l'idée d'un accompagnement, un début de la narration que tu as envie de leur proposer à travers le homard qu'ils ont choisi. C'est ça, le principe de l'entremets, c'est de glisser notre cuisine dans le choix du client pour à la fois corroborer la narration qu'il a construite lui en choisissant un homard et un pigeon, et en même temps l'amener dans notre univers, dans celui de l'instant. Donc évidemment, tout le monde n'a pas l'été à l'horizontale, ça s'appelle comme ça pour commencer, ça dépend vraiment de leur choix. On essaie d'être très très personnel, ou s'ils ont les étés à l'horizontale, ils peuvent être assez différents, et peut-être pas forcément arriver d'ailleurs comme première assiette. Il n'y a pas de taille non plus dans l'assiette, on ne se dit pas ça doit être tout petit, ça doit être grand, etc. C'est aussi en fonction de l'appétit du client, on arrive à le jauger assez bien. Chez moi, tout est ouvert, on voit tout, donc c'est assez facile de le calculer. Mesurer, ouais. Et puis encore une fois, il s'agit de conduire. Par exemple, je pense que le homard, Marine, ce soir, on va changer un tout petit peu. Le homard, c'est le grand rendez-vous de chez Table, puisqu'il y a cette façon, ces produits que j'ai appelés ni cru, ni cuit, puisque le homard, en fait, il est cru, mais il est mis à la température de la bouche, c'est-à-dire qu'il est à 37 degrés à peu près dans l'assiette, température du palais. Et puis on a fait un beurre infusé avec des carapaces toastées de homard. Et donc je pense que ce beurre vient dire au cerveau, à la partie limbique du cerveau, que c'est cuit. Donc ça permet d'appréhender pour moi la texture idéale du homard sans tomber évidemment dans un côté très sashimi qui est très culturel et dont on ne peut apprécier vraiment l'intérêt que si on a déjà partagé longtemps cette culture. Donc voilà. Et donc là je pense qu'on va faire par exemple avec le homard, j'ai envie que mon homard le conduise aussi sur le pigeon avec la terre. On a un produit qui est exceptionnel, qui est la lentille blonde de Champec. J'aime bien aussi travailler des produits qui n'ont pas l'étiquette luxueuse. Il faut revenir à l'esprit de ce que je revendique, c'est-à-dire chez Table, on essaie de pratiquer au quotidien 11 fois par semaine l'art de nourrir. Et l'art de nourrir, c'est prendre soin du corps et prendre soin de l'âme, mais c'est aussi prendre soin des différents produits, leur donner à tous la même place, parce que on les traite avec révérence. Et donc la lentille blonde de Champex, c'est un produit de M. Chaubron, c'est un produit exceptionnel. Et donc on la travaille comme un risotto. Hein, on la démarre à sec comme ça, avec dans un peu d'huile d'olive et oignons fondus. Et puis on la nourrit petit à petit avec un bouillon ou avec une eau, avec des tomates, des légumes, des carottes. Et donc on va ramener cette lentille finalement sur un salin maritime avec la pince du homard, qui va donc venir après le homard et qui va, d'une certaine façon, nous emmener vers le pigeon qu'on va déguster. Et puis le pigeon, ce qui sera intéressant, c'est que, bon, vous allez voir le pigeon, laqué mollet, etc., très déterminé, très belle assiette. Dans l'assiette, ce qu'on trouve, il n'y a pas de garniture, c'est des condiments qui sont là pour aller raconter aussi la propre narration du pigeon sur plusieurs lignes de goût. Et puis, on a envie, du coup, après un pigeon, c'est quand même une viande assez rouge, assez
présente, on va dire pas puissante, mais assez présente. Les pigeons de Joël Poirier sont d'un équilibre extraordinaire. Et donc, on va aller travailler un abat du pigeon, qui est le cœur, et puis on va le ramener justement, cette fin de pigeon, dans une grande fraîcheur, avec des légumes, avec... voilà. Et donc, on aura construit du coup une narration avec 5 plats véritables, autour d'un choix de 2. Et donc, la carte devient aussi un moment d'expérience et pas simplement un envoi un peu sec avec une mise en bouche, je dirais, préétablie, mais vraiment le moment où on dit, voilà, on a compris ce que vous aviez envie de manger, on vous aime et on va sincèrement, on va vous faire passer un grand moment autour de notre cuisine et en partage de philosophie. Et ce partage de philosophie, il se fait à double niveau. Évidemment, il se fait avec les clients, mais il se fait aussi avec l'équipe, puisqu'il est important que l'équipe puisse s'exprimer à travers mon travail sur les produits, ma philosophie, ma vision des choses. Et donc, c'est le moment aussi pour eux d'exercer un vrai instant de créativité qui leur appartient. C'est-à-dire qu'ils ont le contrôle de ces petites assiettes, même si j'ajoute des touches finales et même si on en a beaucoup parlé avant. Mais c'est la contribution de la cuisine aussi au service. Donc, on est vraiment, vous voyez, dans une harmonie complète. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que notre rôle, nous, de chef, c'est vraiment de faire pousser toutes nos équipes vers le meilleur et vers le plus grand, de façon à ce qu'ils puissent s'aimer ensuite notre philosophie. Et puis il y a la responsabilité d'un restaurant aussi qui est de proposer quelque chose. Et on le sait aujourd'hui, voilà, la clientèle a beaucoup changé. Hein, on est sur des... je sais que tu avais beaucoup de gens du monde entier. Il va falloir aussi... Oui, on avait, avant le lockdown, on était sur... pratiquement un peu plus de 60% de clientèle étrangère, absolument. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, il s'agit de réenchanter aussi, finalement, une cuisine qui est plus proche, au sens un restaurant qui est presque en bas de chez soi, et je ne parle pas que de moi, et redonner aussi de la valeur au geste du restaurant, c'est-à-dire de considérer, tu parles de générosité, tu parles de liberté, mais aussi de créer un moment, ce mot qui est devenu vraiment une tarte à la crème, mais l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller au restaurant aujourd'hui, dans un restaurant de belle cuisine comme tu l'entends? Voilà, moi je pense que l'expérience c'est déjà un domaine qui est un peu dépassé, parce que finalement, quand on se réfère à une expérience, la plupart du temps elle est très scénarisée. Et bon, voilà, il y a une vraie valeur. Non, mais il y a une vraie valeur à la scénarisation, je la comprends tout à fait. Mais encore une fois, une scénarisation, ça appelle un format, ça appelle un cadre. Surtout, ça demande aux clients, ou en l'occurrence aux convives, de se mettre dedans. D'accepter de rentrer dedans. Et donc, moi je dirais que je pratique vraiment l'exercice presque contraire, qui est celui au contraire de comprendre le vivant. De la même façon, quand on travaille un pigeon, quand on travaille une volaille ou un poisson, ce sont des individus, chacun a eu sa propre histoire, chacun a eu sa propre vie, ses propres joies, on pourrait dire ses propres peines, et donc on les cuisine dans le respect, ça lance cette compréhension. Et chez les clients, c'est la même chose. Chacun arrive chargé d'un certain nombre de choses, qui les prépare excellemment à profiter d'un repas de belle cuisine, mais qui quelquefois les prépare pas du tout à profiter d'un repas de belle cuisine parce qu'ils ont eu des emmerdements, parce qu'ils ont eu plein de choses. Et donc nous, notre travail, c'est d'arriver justement à avoir cet exercice de sensibilité et de notre propre perméabilité à ressentir ce qu'ils ont envie et comment on va les rendre vraiment heureux et leur faire partager notre amour, notre envie de bien les nourrir, de leur faire du bien et de prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on a besoin, notamment avec tout ce qui se passe sur ces mots horribles de distanciation sociale, du fait qu'on ne peut plus s'approcher, s'embrasser, etc., je crois que le prendre soin, le fait de dire nous sommes tous des êtres humains et on doit... Voilà, on vous aime, on est là parce que notre métier, c'est un métier qu'on ne peut faire qu'avec l'amour qu'on donne. Nourrir, c'est donner de l'amour, c'est fondamental. Et Gauguin disait, c'est drôle, sur la cuisine, il s'intéressait beaucoup à la cuisine, il disait, la cuisine, ça se pratique avec un esprit léger et un cœur large. Et je crois que c'est ça, et c'est ça qui nous anime ça tous les jours. Ça te va assez bien d'ailleurs. Ça me va bien, tout est large chez moi, même le cœur. Et donc du coup, tu vois, voilà. Et donc c'est ça qui est formidable. Bon, il nous reste combien? 20 secondes pour faire les assiettes? Il nous reste 16 minutes. Ah, ça va, on est cool. Alors, on a préparé, voilà, Marine a préparé cette petite assiette qui, encore une fois, varie en permanence, tu vois. Voilà, on a retrouvé la petite poutargue, les fruits, etc. Et puis, on a différents petits produits, différentes petites choses comme ça qui peuvent venir aussi, tu vois, un peu agrémenter et enrichir de... Voilà, là on a fait congeler les fleurs.
Donc c'est un peu particulier. J'avais récupéré ça, c'est très beau, je voulais te l'offrir, mais là elle a pris un gros coup de froid. Sais-tu ce qu'est cette fleur? On ne va pas jouer 2 heures. Non. Ben, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on a planté justement dans le jardin chez Brocéliande. Et en fait, c'est une fleur de gingembre. D'accord. Et donc, c'est absolument, absolument sublime. Voilà. Donc, on a notre petite vinaigrette dont on parlait tout à l'heure, qui est cette petite vinaigrette de légumes, comme ça, assaisonnée, qui va venir dans l'assiette. On a fait une petite huile un peu fraîche. C'est partie des huiles que j'appelle fraîches. Et on a un petit figuier. On a fait quelques petites huiles de feuilles de figuier. Et voilà, et donc on a, je crois, un tout petit peu, vraiment 1 ou 2 petits grains de sel pour aiguiser ça. Et voilà donc une première assiette. Est-ce que tu as la gentillesse de le Je mettre? vais la poser là, qui est ce que j'appelle donc l'été à l'horizontale. Très bien. Et qui change évidemment. Eh bien, on peut l'applaudir, l'été à l'horizontale. Il nous reste encore quelques jours avant de célébrer la fin de l'été. On a gelé les herbes. Alors on a donc maintenant, voilà l'été à l'horizontale, et pendant que vous allez commencer à déguster votre été à l'horizontale, eh bien nous on va faire ce homard juste tempéré, voilà. Et donc le homard aussi varie un peu comme l'assiette en fonction des saisons. Alors le homard ne varie pas trop lui, il vient toujours de l'Île-Dieu, c'est du homard de casier, chez Pascal Hennequin qui est très vigilant sur la pêche. Et quand il n'y en a pas, il va aller chercher lui-même. Et donc, en revanche, on peut le travailler de façon un peu différente. Et par exemple, en ce moment, on le travaille encore sur des belles tomates de variété ancienne, des belles tomates de jardin, tu vois, qui ont aussi cette... Puis là, on commence à rentrer vraiment dans la belle maturité de la tomate. C'est le bon moment. Septembre, octobre, s'il continue à faire ce temps-là, c'est merveilleux. C'est l'idée d'un homard sur son rocher. Donc le rocher, c'est la tomate. En hiver, le rocher, c'est plutôt un céleri rave, un petit céleri rave qu'on a cuit au sel pour garder ce côté très iodé, très dynamique. Et puis au printemps, j'aime bien le faire avec les jeunes artichauts, parce que là aussi, on retrouve une forme de vigueur un peu savoureuse, avec ce côté un peu sucré qui, quelquefois, correspond aussi assez bien au tempérament du homard. Et puis, c'est une petite promenade, finalement, sur ce rocher en bord de mer. Donc, on a un certain nombre de petites plantes de cueillette, comme ça, qui sont disposées dans l'assiette et qui vont être unies par une petite huile parfumée. Le homard, quant à lui, vous voyez, il est là. Il est où, donc là, oui. il est là, il est en train de tempérer. Donc ça veut dire que là, il a juste été mis cru dans un beurre. Voilà, exactement. On a juste passé le homard 1 minute au four vapeur de façon à le tuer. Okay. Et puis on le décortique, il est entièrement froid. Et là, ensuite, on va à la demande, donc juste le ramener à température de bouche, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce qui, effectivement, permet aussi une expérience assez incroyable. On a un petit condiment qui vient généralement sur notre rocher. Là, le condiment varie aussi beaucoup en fonction des saisons. J'aime bien travailler au printemps l'ortie fraîche associée avec des câpres de Salina. On a quelque chose, je trouve, d'assez intéressant quand l'ortie se prend un peu pour le cassis, et le câpre de Salina lui aussi est très floral, donc on est vraiment dans les bourgeonnements en quelque sorte des fleurs. Là en ce moment on a encore un peu de livèche, donc on le travaille avec la livèche, c'est l'âge des montagnes, ce céleri sauvage, avec un goût assez caractéristique qui fonctionne aussi assez bien, mais aussi on peut le travailler, je dirais, de plein de façons. Et puis on va retrouver évidemment par ruissellement de notre homard installé dans l'assiette, un petit peu de beurre dans lequel il a tempéré, le beurre tiède, dans lequel on a infusé les carapaces de homard toasté. Donc on a vraiment le goût de ce homard grillé, alors qu'il n'est pas grillé. Et puis un tout petit peu de vinaigre, ça peut être un vinaigre de pomme, ça peut être on a un très joli vinaigre de cassis, on a fait les vinaigres de cassis qui va venir aiguiser comme ça un petit peu l'attaque de bouchée sur le homard. Et donc là, tu nous sers la queue, en considérant... On sert la queue et la pince. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dans un animal qu'on goûte tous les morceaux. Ça, c'est la philosophie de mon camarade Alain Passard. Moi, je l'ai apprise en mangeant chez lui. Il n'y a pas l'aile ou la cuisse. On a des morceaux d'un peu de tout parce que, encore une fois, un plat, c'est une narration, c'est une promenade. Et donc, il faut qu'on profite de tout. Mais là, on a exceptionnellement décidé ce soir de ne faire que la queue dans ce qu'on appelle cette entrée qui est donc le homard mi-cru, mi-cuit de table. Et la pince, elle, va être réservée à l'assiette qui est un entremets qui va nous conduire vers le pigeon. Alors, Giuseppe est en train de laquer le pigeon, on reviendra. Les pigeons, on essaie, nous, de les... Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y en a deux? Alors, donc, un qui est effectivement dans une gangue de graisse. C'est pour Instagram. Alors, non, il est dans la graisse parce qu'on les mature comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un mélange beurre et gras de canard, et puis on les trempe dans son beurre plusieurs fois,
Enfin, là, on est arrivé, il fait tellement chaud, il était déjà tout fondu, mais il est très blanc, comme ça, très cristallisé, et on les garde une dizaine de jours. Pourquoi? Parce que ça va conférer au suprême du pigeon une forme de maturation extrêmement délicate qui va nous permettre de le rôtir rapidement et on aura un croquant et un soyeux absolument incroyable. C'est tout à fait autre chose que de le faire faisander, qui est quelque chose qu'on ne fait plus. Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais j'aime pas trop les choses faisandées par goût personnel et aussi parce que quand on faisande, on a quand même souvent des développements de cadavérine et c'est des choses très toxiques pour l'organisme. Et moi, je suis assez vigilant à ça. Moi, j'essaie de nourrir avec amour et donc nourrir avec amour, c'est prendre soin aussi de la santé de mes clients, ça me paraît important. Et tu veux vraiment nous faire croire que ces deux pigeons sont comme ça au bout sans faire aucune référence au bondage? Excusez-moi. Il n'y a aucune référence au bondage ou au shibari? Ah si, bien sûr que si, bien sûr que si. C'est un pigeon shibari absolument magnifique. D'ailleurs, il faut qu'on travaille sur la qualité des nœuds. C'est important. Vous savez, dans le geste du cuisinier, il doit être empreint de toutes les beautés. Et donc, voilà, et notamment celle du savoir attaché. Alors, shibari que je rattache non pas comme vous à la pratique sexuelle, mais que je rattache moi évidemment à la pratique des grands samouraïs qui, pour dire c'est moi qui l'ai attrapé, avaient chacun leur code de nœud et qui faisait le shogun savait que c'était un tel et tel autre. Vous, je sais que c'est des pratiques qu'on peut difficilement décrire ici, enfin en tout cas à cette heure-là, mais on va revenir après peut-être pour une séance de shibari. On a des clients qui adorent ça. Alors voilà, donc ce pigeon, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on le mature en chambre froide. Et là, vous voyez Giuseppe, donc on la rôtit. Alors chez nous, on les fait minutes, donc on les rôtit un petit peu en cocotte, en les arrosant comme ça, avec leur propre gras, de façon à ce qu'ils se réimprègnent de ce gras, qui peut être aussi parfumé avec des plantes aromatiques. Et puis ensuite, on le travaille, nous, on a une grillade barodée, donc on le travaille au feu de la grillade barodée, comme ça, tranquillement, on le conduit, puis on le laisse reposer. Et puis on va le suspendre chez table, et ensuite on va le laquer avec un mollet. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Mexicains dans la salle, parce que je ne suis pas mexicain. Il y a autant de mollets que de Mexicains, ou de mamans mexicaines. Donc ça, c'est mon mollet à moi. Je le revendique. Donc il y a quand même tout un tas de variétés, évidemment, de mollet, on le rappelle, de chili, de poivrons séchés, fumés, etc., etc. Il y a un peu de chocolat, là c'est un porcelana grand cru de François Pralu. Et puis moi j'aime bien le travailler aussi avec un hibiscus pour ajouter cette douceur très fruitée, ce petit pareil aiguisement comme ça du pigeon, et puis un peu un jus de pigeon aussi. Voilà. Donc là il va sécher en fait. Une fois qu'il a été cuit comme ça, c'est vraiment comme un canard laqué. Au début, je faisais les canards, mais le pigeon, c'est bien meilleur. Et donc, on le laque, on le laque, on le laque. Voilà. Et donc, il est temps d'envoyer parce que là, ils ont terminé le homard. Vous ne suivez pas, mais c'est fini. Non, mais il donc, je ne sais pas où est Sigurd. Sigurd, service. Alors, on y va. Alors, on a fait donc nos petites lentilles comme un risotto. Et on va dresser la pince du homard sur ce petit risotto. Lorsqu'on ne fait pas de pince de homard, on fait tout un tas d'autres choses aussi. Je suis désolé, on a congelé les herbes. Donc on ne pourra pas mettre grand-chose vraiment, mais ce n'est pas très grave. Et puis on a fait une petite émulsion avec les carapaces de langoustine. En fait, on avait des carapaces de langoustine, donc on a fait une petite émulsion safranée. Moi, j'adore le safran. Voilà, j'ai une passion pour l'Iran. On va mettre un tout petit peu de sumac sur la lentille aussi. Voilà, c'est le petit plus toujours du jeu. Oui, tout est gris, tout est mort, donc je ne sais pas si on va le mettre, c'est pas grave. Et Bruno? Alors, je suis désolé, Pierre Robin, on a brûlé tes herbes, il va être fâché. Mais... Est-ce que il y a quand même aussi l'idée d'offrir quelque chose, sachant que quand on vient chez table, on vient aussi se faire plaisir. Tout ça a un coût, tout ça a un prix. Oui, alors... Il y a aussi quelque chose qui est important. C'est un vrai sujet que je revendique. Table, c'est un restaurant cher. C'est un choix. Comment c'est un choix? Ce n'est pas un choix d'enrichissement personnel, j'aurais aimé, mais ce n'est pas du tout ce choix-là. C'est un choix parce que j'ai une grande équipe et que chez Table, j'emploie 12 personnes, parce que ces 12 personnes-là qui sont 12 grandes compétences, donc qui sont très bien payées, ils vont dire le contraire, mais bon... voilà. Bon, enfin, ils sont très polis, en tout cas. Ils sont très gentiment payés, ils sont très contents. Bon, voilà. Vous êtes contents? Ils sont contents. Bon, ils sont contents. Alors, voilà. Donc ça, c'est un coût, évidemment, considérable. C'est le coût principal. C'est un petit restaurant. Je fais, entre 25 et 30 couverts par service, quand tout va bien. Donc, évidemment, ce n'est pas un grand restaurant en termes de quantité de sièges et de places offertes. Et c'est une grande équipe compétente,
au service des clients. Et donc ça, c'est un vrai coût. On pourrait faire un travail de belle cuisine qui ne serait pas analogue, mais avec moins de personnel. Mais encore une fois, on n'irait pas dans l'excellence et dans le soin et dans cette tentative d'exercer l'art de nourrir comme je l'entends, c'est-à-dire d'exercer un art de nourrir très contemporain, très ouvert et qui pour moi incarne ce qu'est la belle cuisine d'aujourd'hui, c'est-à-dire débarrasser d'un certain nombre de choses, mais en même temps en ayant vraiment en prenant au passé ce qui fait sens et ce qui peut nous conduire de façon comme ça très, très délicate et très élégante. Et donc voilà. Alors le fait d'avoir ces entremets sur quelqu'un qui choisit à la carte, c'est vrai que ça fait oublier un petit peu le prix sec d'une entrée, d'un plat, d'un dessert, parce qu'il y a générosité, et ça, je crois que c'est intéressant. Et puis, en même temps, alors là, c'est le chef d'entreprise qui vous parle, et je vous parle très franchement, quand vous avez une équipe, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, c'est le même prix. Alors, le fait de travailler plus sur des assiettes avec des produits, ça permet de faire des cadeaux et d'être généreux avec nos clients, sans pour autant se retrouver de grever des food costs et de partir dans des prix insensés. On offre, mais économiquement, c'est sustainable, ça fonctionne. Oui, il y a voilà. à tous les à points, condition évidemment qu'il y ait cette dynamique. Hein. S'il n'y a sûr. plus de dynamique, évidemment, c'est compliqué. Mais ce que je vois moi aujourd'hui dans un contexte extrêmement difficile, évidemment, c'est que le restaurant-table est quand même à peu près complet tous les jours, nonobstant le fait que nous n'avons plus nos 60% d'étrangers. Donc la clientèle française et un petit peu européenne est très présente, joue le jeu et en parle, réinvite des amis, reviennent. Et donc, ça crée des liens extrêmement solides et magnifiques. Et honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on travaille, parce qu'un restaurant, c'est un lieu de culture. Pour moi, c'est vraiment un lieu de culture dans lequel on est dans un échange de savoir réciproque. Et on est là, on est là pour donner de l'amour, mais en même temps, on en reçoit encore plus. Et donc, plus on en donne, plus on en reçoit, finalement. On va terminer en parlant d'abord du pigeon. Ça va aller très vite maintenant. Hein. On dresse le pigeon. Donc le pigeon, on a fait un petit... on aime bien les petites mousselines comme ça qui viennent en soutien de légumes, qui amènent un crémeux qui n'est pas gras. Voilà. Donc notre pigeon a été découpé. On va le relaquer rapidement. On a un petit peu d'avoine toastée. J'aime bien ce côté avoine maltée. Voilà, donc on le relaxe. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve le geste d'un artisan. Vous savez, nous, on est à côté du Faubourg Saint-Antoine. Le Faubourg Saint-Antoine, c'était le haut lieu de l'ébénisterie française. Et donc là, vous voyez, mon Giuseppe italien était le grand ébéniste, tu vois, du XVIIe siècle du Faubourg Saint-Antoine, et donc est en train de laquer le pigeon comme on l'aurait fait sur un meuble rare, sur un meuble en poirier, par exemple. Voilà, on a vraiment ces très très belles couleurs. Rouge, chocolaté, comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a cuit, Marine? Petite betterave. Les petites prunes qu'on nos petites prunes aussi, formidables. Des petites betteraves confites, tout simplement. Voilà, donc il faut imaginer que tout ça, ça va venir vraiment en soutien de notre pigeon. Et encore une fois, un petit cassis, moi j'aime bien, on a eu plein de cassis, j'adore le cassis. On en met un peu dans les jus, un petit peu de cassis. On remet un petit peu de jus sur notre pigeon. Moi je suis un peu le monsieur plus de la cuisine, je rajoute toujours du jus parce que j'aime bien ça. On a mis du sel, on va mettre un tout petit peu maintenant, Marine, peut-être sur les bords des cuisses et sur les légumes, un tout petit peu de... Qu'est-ce que c'est ce produit-là? Je n'ai pas vu. En fait, c'est une ricotta séchée, légèrement fumée. Okay. Donc c'est une petite protéine de lait comme ça qui vient, enfin pas de lait, mais c'est une protéine pure, il n'y a pas de lait dedans, qui vient amener peut-être la note à peine fumée du pigeon, mais pas trop. Okay. Et voilà l'élégance. Bon ben voilà le pigeon. Donc on a le pigeon qui va pouvoir sortir en salle. Et puis le pigeon part sur table. Et puis là, on se dit, mais voilà, là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose qui n'est pas une garniture. Moi, je trouve que les garnitures, ça a souvent le défaut de ce qu'on les appelle, c'est-à-dire c'est un peu ce qui se met sur le côté de l'assiette, sur le côté de la table et qui n'a pas vraiment de sens, de pertinence. Et donc là, on va construire en revanche une nouvelle narration autour des abats du pigeon, le petit foie, le petit cœur. Et en même temps, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, après le pigeon, moi j'ai envie de fraîcheur.
j'ai envie de me refaire la bouche, on va avoir un dessert après. Donc d'une certaine façon, on va préparer. Donc on va retrouver ça. Donc Marine va couper, viens la couper là. On a des belles courges spaghetti, on la rôtit. Et puis on va essayer de, tu vois, faire une improvisation autour de cette courge spaghetti. Je ne sais pas comment elle va sortir. On va regarder. Elle est parfaite. Elle est très belle. On va se faire une jolie petite tranche. Je ne sais pas. Couteau. Un petit peu capricieux. Voilà. Donc là, il y a presque une compotée de courges spaghetti. Oui, bien sûr. Tu vois, on a vraiment... voilà, on va la débarrasser de ces petites graines, de ces semences. Et puis on va aller la chercher dans son côté un peu spaghetti, comme ça. Voilà, une cuisson qui est pas non plus extrêmement homogène. Tu vois, il y a une partie un petit peu confite, un petit peu pas confite, et ça, moi, j'aime beaucoup. Là, on a la petite peau comme un ruban. Allez-y, Marine, on y va. Il nous reste plus de temps, hein, pour info. C'est fini? Oui. Ouais, mais on l'a fini, nous, c'est fini. Quasi. Vous savez, Marine, elle va à une vitesse qui m'impressionne chaque jour. Donc, regardez, c'est terminé. Et donc, tu vois, voilà, là, on va finir, du coup, sur une note très végétale. On va finir sur une note fruitée avec on a des petites figues, etc. Giuseppe, voilà, on va mettre un tout petit peu, on va mettre les petits abats, tu vois, comme une petite fève, finalement, dans cette courge galette. Et voilà. Et on va poser cette dernière assiette. Est-ce il faut un petit coup de poivre. Un petit coup de poivre. On utilise peu du poivre, mais toujours à bon escient. De la même façon qu'on sale assez peu, on essaie vraiment d'utiliser les salinités naturelles. Voilà, les amis, un petit... Et bien voilà à quoi ressemblerait un petit repas chez Bruno Verjus et son équipe. Merci beaucoup à tous les quatre de venir chez Table. Vraiment, on vous encourage et merci pour vos applaudissements. On fait une petite transition un peu différente. Bruno, tu restes ici. Luc Dubanché qui nous a rejoint sur scène. Luc, je vous laisse tous les deux, je vous passe la parole et on va laisser ces petites ficelles. Ouais, on voulait... c'est un moment un peu surprenant pour Bruno, mais c'est une manière de prolonger... Ça avant ma prestation. Oui, mais c'est une manière de prolonger l'hommage qu'on a rendu hier à Sébastien Demorand sur cette scène. Parce que d'abord, rapproche-toi un peu de moi, sinon j'y arriverai pas. En voyant ça, en écoutant Bruno, je sais qu'évidemment, Sébastien aurait adoré manger ça, manger ces plats-là. Il m'aurait dit, le homard, fais gaffe à tes températures. Oui. Oui, et peut-être qu'il t'aurait redemandé un peu de sel, parce que Sébastien avait cette sorte de tic insupportable, c'était de tout saler, de toujours trop saler. Je voyais Bruno tout à l'heure, ça fait maintenant tellement longtemps qu'on se connaît, il a été un des artisans d'Omnivore, comme Sébastien a été la chevalier ouvrière d'Omnivore il y a des années avec la scène artisan, et puis il est devenu chef, et quel chef. Et Sébastien a la stature... Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez applaudir si vous voulez. Et Sébastien avait la stature de Bruno, avec ses écharpes, avec ce verbe aussi, vous l'avez entendu, hein, il y a quelques années, on disait, Sébastien, ça l'insupportait absolument quand on a commencé ce métier ensemble, un cuisinier, ça ne devait pas penser. Un cuisinier, c'était bête, quoi. Un cuisinier, ça avait un CAP, ça ne savait pas parler, quoi. Voilà. Et Bruno, et puis tous les autres, Éric Guérin juste avant, qu'est-ce que vous savez parler? Qu'est-ce que vous avez ce verbe-là? Sébastien Demorand, c'était le verbe aussi, c'était cette capacité à décrire un plat, à la fois en direct, comme ça, et puis de manière dans les écrits. Et quand il venait au restaurant, et Dieu sait qu'on a fait des repas ensemble, c'était aussi cette narration, la précision des mots. Et elle a un rôle direct et une connexion directe avec la cuisine. Et Sébastien savait faire ça. Il savait mettre des mots sur des sensations, sur des textures. On avait appris ça avec Henri Gaud à la fin des années 90. Henri Gaud adorait, aimait passionnément Sébastien Demorand et il avait raison. Et notre travail a été d'apprendre avec Henri Gaud à décrire ce que Bruno fait aujourd'hui dans le détail, quoi. Je voudrais que tu me parles, et je sais que ça sera difficile, mais vous aviez une passion commune avec Sébastien, c'était l'Île-Dieu.
Oui, on avait plusieurs passions communes, celle des écharpes, comme tu l'as rappelé. Ça se discute, mais celle de l'île-dieu, ça se discute pas. Voilà, mais celle de l'île-dieu, évidemment, était une grande passion. Et puis cet exercice de sensibilité permanent, d'être à la peau des choses toujours, c'est-à-dire d'y aller sans protection, quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai qu'on a vraiment ça en partage, c'est-à-dire un engagement total. L'île-dieu, je ne sais plus si c'est moi, enfin moi je suis à l'île-dieu depuis toujours, donc quand il a pensé à la l'île-dieu, évidemment il s'est tourné vers moi pour dire qu'est-ce que t'en penses, c'est comment, trouver une maison, etc. Et on avait pour habitude de s'y retrouver, de s'y croiser des fois très peu de jours, mais de s'y croiser les étés. Et donc de profiter évidemment de l'iode et des belles bouteilles que pouvait offrir la cave de vin nature de Saint-Sauveur. C'est vrai qu'on aimait bien aller chiner les bouteilles comme ça et puis ensuite s'improviser des dîners, s'improviser des... Et tu sais, les dîners avec Sébastien ou la vie avec Sébastien, c'est un happening. Rien n'est codifié, tout part en bourgeonnement permanent dans tous les sens. Et parce qu'il savait cuisiner aussi. Comment ? Sébastien savait cuisiner merveilleusement. Il savait merveilleusement cuisiner. Il savait, comme tu le dis, parfaitement comprendre pourquoi il y a un endroit, un moment, ça dysfonctionnait. Il était toujours en alerte. Oh là, attention là. Voilà. Et donc c'était quelqu'un qui effectivement avait cette énergie de vous rendre meilleur, je trouve. Même moi, tu vois, je crois qu'il n'y a pas une semaine où quand je fais la cuisine, je pense pas à lui. Tu vois, et on disait omnivore, tu vois, moi omnivore, je l'ai fait gaffe d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé comme spectateur chez Omnivore, hein, vous voyez où on arrive, et donc voilà, bon, j'ai franchi pas mal d'étapes avant d'arriver en cuisine, mais quand même, et donc Sébastien, il nous quitte jamais, tu vois, il est là tout le temps. Sébastien est là, il est là. Il est là. Il est là partout. Et il sera là, croyez-moi, un bout de temps. Romain Rimbaud, qui est ce directeur formidable d'Omnivore aujourd'hui, a été aussi absolument étonné par Sébastien. Et donc je sais qu'il perdurera et il fera vivre cette vie-là. Voilà. Bruno parlait de la vie. Et on est là pour lui rendre hommage. Et il ne nous quitte pas. Je voudrais, hier on s'est tous levés pour applaudir Sébastien. Je voudrais que, pour le coup, aujourd'hui, on reste assis. On a l'image de Sébastien. Il y a dans la salle Rose et Rodolphe. Et je ne sais pas si Elodie est restée. Je ne sais pas s'ils veulent se lever. Moi, je voudrais bien qu'ils se lèvent. Et je voudrais surtout que vous applaudissiez Sébastien, son immense mémoire, son immense talent, son immense humanité, tout ce qu'il nous a apporté. Et je voudrais aussi, parce qu'ils en ont besoin, puisqu'on est très nombreux, que vous apportiez vos applaudissements, votre soutien et votre amour à Elodie, à Rose et à Rodolphe. Voilà. Merci. Je t'aime.